Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Nous sommes là parce que le 10 avril dernier, c'était un vendredi, un Cirrus de l'armée de l'air et de l'espace s'est écrasé du côté de la montagne de Lure dans le nord de la Provence. Et heureusement, les deux membres d'équipage, un instructeur et un jeune élève pilote, vont bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'en savoir un petit peu plus sur ce type d'aéronef, et c'est pas la première fois que l'armée de l'air et de l'espace perd un Cirrus. Cirrus, vous le savez, c'est américain, même si ça a été racheté par les Chinois, donc maintenant on peut dire que ça appartient aux Chinois. Tout comme les moteurs Continental, fabriqués aux États-Unis, là encore, ça a basculé côté chinois. Alors pourquoi est-ce que l'armée de l'air et de l'espace entraîne et forme sa nouvelle génération de pilotes sur des avions de fabrication chinoise qui n'appartiennent pas à l'État, car ils sont loués à Airbus Flight Academy Europe? Je vous propose qu'on regarde un petit peu l'évolution des cursus, comment ça se passe, et également pourquoi un nouvel avion suisse va remplacer ces aéronefs, sur lesquels je n'ai jamais volé dans l'armée, car moi je fais partie de l'ancienne génération. Vous allez voir, il y a beaucoup de modifications dans les cursus de pilote, et c'est parce que nous avons beaucoup de contraintes, et surtout, c'est un métier en perpétuelle évolution. Allez, jingle. Roger, ball. Alors à l'heure actuelle, on a très peu d'informations disponibles sur ce qui s'est vraiment passé. Le BEAE va enquêter et nous sortira d'ici 1 an à 2 ans un rapport détaillé qui nous permettra de mieux comprendre. Par contre, par le passé, il y a déjà eu, c'était le 13 avril 2021, un souci au CFAMI, on va en parler, et il y avait eu le déploiement du parachute. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Par contre, là déjà, on va faire les choses en ordre. On va commencer par le Cirrus, après on va expliquer un petit peu l'accidentologie dans les écoles de l'armée de l'air. Ensuite, on va voir l'évolution du cursus, et puis après on fera un petit focus sur quand même le parachute. C'est très intéressant de savoir qu'à l'heure actuelle, que ce soit sur nos ULM ou que ce soit sur ces Cirrus, vous avez cette merveille de technologie qu'est le parachute, même si on peut avoir certaines limitations quand il y a un fort Mistral, quand il y a beaucoup de vent. Alors, déjà, le Cirrus. Donc, on a différentes versions. SR20, là, c'est le petite puissance. SR22, on est sur un monomoteur à piston qui coûte 1 million, 1,5 million d'euros en fonction des versions. On est sur une construction en composite, quelque chose qui marche très bien, qui est fabriqué aux US, dans le Minnesota, par Cirrus Aviation. Très bonne réputation pour ce fabricant, qui a également ses propres académies pour former les gens au standard. Vraiment à l'américaine, on est sur du haut de gamme pour l'aviation légère. Typiquement en Amérique du Nord, c'est ce que les cadres supérieurs, cadres dirigeants vont pouvoir s'acheter pour pouvoir se déplacer. En France, c'est un avion qui est parfait. Si vous êtes en région parisienne, vous voulez descendre dans le sud-est, ça va très vite. Et le point très intéressant sur le Cirrus, c'est ce pourquoi c'est safe pour partir en famille ou avec des personnes qui ne savent pas poser l'avion, c'est le CAPS. Le CAPS, c'est le Cirrus Airframe Parachute System. C'est un parachute de cellules, ce que vous rêvez peut-être d'avoir sur votre avion de ligne. Eh bien là, vous tirez une poignée et en cas de perte de contrôle, en cas de panne moteur, en cas de collision en vol, et ça va vous permettre d'arriver vivant au sol. Alors, les premiers vols commerciaux du CAPS, c'est en 99. Il a été déclenché 122 fois, d'après les statistiques que j'ai trouvées. Il a fait 163 survivants, c'est documenté. Ça marche très bien. Alors, il y a 2-3 petites limites opérationnelles, c'est normal. Mais si vous êtes au-dessus de 500 pieds, ça va normalement très bien se passer. Avec votre Cirrus, vous allez pouvoir monter, mais c'est un avion qui est plutôt fait pour les basses couches. Il n'y a pas de siège éjectable, mais vous avez ce parachute. Et vous avez un avionique qui est variable en fonction des versions, mais souvent vous allez avoir un Garmin, une avionique moderne à bord. Par contre, attention, avec ce type d'aéronef, si vous allez vous mettre dans des conditions givrantes d'hiver, il ne faudra pas s'étonner, c'est pas forcément fait pour. On n'est pas sur des avions qui ont la puissance pour passer au-dessus de la météo, et donc il faut quand même bien regarder la météo. Vous allez évoluer en IFR si besoin, donc aux instruments si besoin, quand même dans la tranche d'altitude dans laquelle il faut le plus se méfier.
Alors maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que moi, j'étais à Salon de Provence, c'était 2006-2007. À l'époque, on était sur Tucano. J'étais au 2e EIV, j'ai pu faire mon lâcher solo, j'ai fait une nouvelle sélection en vol pour partir aux US derrière. Mais avant les Tucano, bien vous aviez des Fuga Magister, donc vous aviez des CM170, donc du double, du biréacteur. Ça a été remplacé après par le Tucano. On a également l'Epsilon qui était présent à Cognac. Et donc en fait, on a toujours eu cette variation au niveau des aéronefs. Donc le Tucano, c'est brésilien, c'est l'Embraer 312F pour la version française. C'était une très bonne machine, même si un peu poussive, avec des petits soucis en termes de disponibilité à mon époque. Mais ça marchait quand même bien. Moi, j'étais dans les dernières promotions. On adorait ça parce que ça faisait chasseur. On était sur notre siège éjectable. On avait signé pour ce type d'aviation. J'ai des souvenirs mémorables de vol en Tucano en basse altitude. Ça fait vraiment avion de combat. Et puis, on avait une belle turbine devant. Maintenant, derrière, ils ont voulu réduire le coût des formations. Donc, d'un point de vue choix dicté par le budget, dans les années 2012-2013, ils ont fait le choix de partir vers ces Cirrus qui sont externalisés, donc comme on l'a vu, et qui sont loués avec, si je puis dire, une sorte de concept clé en main. Les Cirrus vont être utilisés donc pour la phase initiale de sélection de pilotage des pilotes, et puis après derrière également pour la formation des NOSA, des navigateurs officiers système d'armes, les phases initiales. Et c'est d'ailleurs dans le cadre d'un vol pour NOSA que à 13h58, le 13 avril 2021, ils ont décollé de la base de Salon de Provence avec un Cirrus SR-22, donc c'est plus puissant, ça va plus vite, alors qu'ils étaient en montée vers le niveau 120, donc ça grimpe, 12 000 pieds, passant 5 000 pieds au-dessus de Cavaillon, juste à côté de Salon de Provence, eh bien le moteur ne marche pas, on est sur un monomoteur, là ils se retrouvent donc en panne et ils décident de faire leur message de détresse, ce qui est normal, de regarder les différentes options, se rendre compte qu'il n'y a pas de capacité à rejoindre un terrain ou une zone accessible en toute sécurité, et donc ils vont déclencher le parachute qui va leur permettre d'arriver au sol vivant. Le problème, c'est qu'à cause du Mistral ce jour-là, l'avion il se retrouve à toucher le sol dans le lit d'une rivière, et à cause du Mistral, il y avait 30 nœuds quand même, eh bien le parachute est gonflé et va retourner et traîner l'avion sur à peu près une centaine de mètres. Donc la cellule va être détruite, les membres d'équipage vont être légèrement blessés, mais ils vont sortir indemnes, et il y a un rapport, ça vous intéresse, qui est sorti. Donc le cap ça a fonctionné, posé presque pas cassé, mais surtout vivant. Maintenant si vous vous posez la question des limites d'un monomoteur, moi je fais du super étendard, le Mirage 2000 c'est du monomoteur également, ça fait partie du jeu. On ne sait pas encore pourquoi ils ont eu la panne, ce sera intéressant de voir si c'est une panne moteur, auquel cas l'accidentologie liée à la flotte sera quand même à étudier de plus près, et c'est sûr que le BEAE va regarder un petit peu tout ça en détail. Maintenant, il y a toujours eu des accidents dans la filière école, malheureusement. Sur Epsilon, on a eu des cas, alors notamment avec les cartouches dorées, malheureusement, et les présentations en vol. On a également des posées en campagne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur la période 86 à 2007, sur les 150 avions livrés, il y en a 11 qui ont été détruits lors d'accidents, donc des Epsilon, les TB30. Alors maintenant, juste pour vous expliquer un petit peu, entre le moment où un jeune va pousser les portes de recrutement et le moment où il va se retrouver assis dans ses Cirrus, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir les présélections, il va y avoir le CEMPN, on va voir s'il peut ou pas prétendre à cette carrière dans les armées. Après, il y a toute la partie de cours au sol, notamment du côté de Salon de Provence. Moi, à mon époque, c'était le CISPN, le Centre d'instruction au sol du personnel navigant. On nous faisait passer la TPL, donc la théorie du pilote de ligne. Donc ça prenait 9 mois, c'est en anglais. Et puis après, derrière, on attaquait les vols. Donc dans l'armée de l'air, ils ont ce qu'ils appellent le CFAMI, et ils portent un nom qui mérite d'être connu, qui est pas connu, c'est Elisabeth Boselli. Et ça mérite vraiment qu'on passe quelques secondes dessus. Pourquoi ? Parce qu'elle est née en 1914, elle a fait Sciences Po, promo 1935, elle a découvert l'aviation avec son frère lors d'une conférence en 1935. 3 ans après, à 24 ans, elle s'achète un avion, elle passe son brevet de tourisme, la guerre éclate, et en 44, elle arrive à rentrer dans le corps des pilotes militaires féminins. Il y avait 13 pilotes sélectionnés, elle en fait partie, elle est formée à Châteauroux. C'est une des 2 seules, avec Suzanne Melk, à être apte à piloter le fameux De Votins, le D520, le meilleur chasseur de la campagne de France. Et donc en 46, le 12 février pour être précis, elle se retrouve brevetée pilote de chasse, numéro 39 939, et c'est la première femme de France à être pilote
de chasse. Alors, 15 jours après, l'armée de l'air arrête pour des raisons de budget les entraînements féminins, mais elle va se battre, elle va pas se laisser faire, elle va même battre des records de vitesse en Mystère 4, et elle ira servir en Algérie dans une escadrille de liaison aérienne 54, et elle fera des évacuations sanitaires avant de raccrocher les gants à 45 ans avec 1420 heures de vol officiellement. Elle aura 8 records du monde, Légion d'honneur, Croix de la valeur militaire, et pour la petite histoire, 18 jours avant l'accident dans la montagne de Lure avec le Cirrus, eh bien La Poste, c'était le 23 mars, a décidé de sortir un timbre en son honneur dans la série Poste aérienne. Toujours est-il, malgré cette précurseur, il aura fallu attendre après l'an 2000 pour que les femmes puissent concourir à l'école de l'air. Toujours est-il, dans le CFAMI Elisabeth Boselli, on a 3 escadrons. On a le 3-5, le 2-93 avec du Cirrus 20 et le 1-93 avec le SR-22, donc pour les futurs NOSA. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre cursus n'arrêtant pas d'évoluer, on a eu à un moment FOMEDEC, formation modernisée et entraînement différencié des équipages de chasse, avec le retrait des Epsilon, avec le retrait de l'Alpha Jet, avec maintenant une formation PC-21 à Cognac. Et ça, c'est ce qu'on appelait Mentor 1. Après, on a Mentor 2 qui a été lancé le 10 janvier 2025. Et c'est Babcock International France qui a récupéré un marché à près de 800 millions d'euros sur 17 ans. Et accrochez-vous bien, on change d'avion. On change d'avion pour 22 Pilatus, des PC-7 MKX tout neuf, plus 12 simulateurs. Et donc, c'est le retour d'un truc qui ressemble à quelque chose d'un point de vue chasse sur la base de Salon de Provence. Ça sera début 2027. Vous allez voir arriver ces PC-7 tout beau, tout neuf, avec des moteurs Pratt & Whitney qu'on salue au Canada de 700 chevaux de la PT6, que j'avais moi sur Tucano. Et ils vont avoir siège éjectable, Martin Baker, un plafond en 25 000 pieds, 300 nœuds de VNE, donc ça n'a rien à voir avec le Cirrus. On remet le pied dans quelque chose de vraiment militaire qui va permettre derrière d'avoir des équipages qui sont plus acclimatés au PC-21, qui pourront mieux utiliser la technologie que le PC-21 met à disposition des équipages, surtout d'un point de vue tactique, avant de passer derrière sur le Rafale. Maintenant, point intéressant, comme vous le savez dans l'aéronaval, on part en échange aux États-Unis, on fait du T-45, et le T-45 qui a remplacé le T2 Buckeye, qui a remplacé le TA-4, le fameux Skyhawk, eh bien, il est amené à partir et il semblerait que son successeur, lui, ne puisse pas apponter sur porte-avions. Donc, on va voir dans les prochaines années la fin de la formation à l'appontage avant le macaronnage et les pilotes s'entraîneront à la procédure d'appontage mais n'iront pas jusqu'au bout. Ils feront leur première prise de brin sur leur avion opérationnel, F-18 ou F-35C. Ça veut donc dire que les pilotes qui feront par exemple du F-35B, BOAT, décollage atterrissage vertical, n'auront jamais pris de brin de leur vie. La Navy justifie tout ça avec l'amélioration des systèmes de guidage. On a notamment le J-PALS, qui est un système qui est en fait comme un differential GPS, donc c'est vraiment un système d'amélioration de la précision du signal GPS qui va vous permettre une précision centimétrique qui est utilisée sur F-35, qui peut être également utilisée avec des drones. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que maintenant qu'on a des drones qui appontent, eh bien il y a toute la technologie pour permettre justement des appontages automatiques. Et donc là où avant l'appontage c'était pas un sport de masse, c'était quelque chose d'extrêmement particulier, du fait du développement des drones embarqués, on va vers de plus en plus de facilité et d'aide à l'appontage. Et donc dans l'évolution du métier, la recherche d'efficience permanente, on préfère passer plus de temps sur des tactiques, passer plus de temps sur la gestion des systèmes embarqués qu'à développer la coordination œil-main, comme on dit, du pilote et de l'appontage. Et regardez ces vidéos d'appontage en super étendard. Moi, j'ai eu la chance de faire ça 2 jours, 2 nuits. C'est l'ancienne génération. On va maintenant vers des pilotes qui sont des gestionnaires de systèmes. Et ça, c'est un point ultra important. Il faut savoir mettre son ego de côté et comprendre que ce qui fait de vous un bon chasseur, c'est la capacité, c'est quelque chose d'important, on parle souvent en conférence, c'est votre capacité à comprendre que votre métier est en évolution constante et que vous devez faire évoluer qui vous êtes en tant que professionnel, sinon faut changer de métier. Un bon exemple également, c'est par exemple l'atterrissage dans le brouillard pour un pilote de ligne. Quand il faisait vraiment pas beau il y a 25-30 ans, quand j'ai commencé de l'aviation, c'était le commandant de bord qui posait la machine. Maintenant, c'est la machine, l'autopilote qui pose la machine. Et votre job, aligné à l'objectif numéro 1 qui est la sécurité, c'est de surveiller tout ça. Donc l'aérien, on est dans une transformation constante de nos cursus. Cet petit accident
qui s'est bien terminé de Cirrus permet justement de voir ça et d'anticiper cette arrivée des PC7. Donc la prochaine génération, ça risque de tirer la poignée d'éjection, ça risque d'avoir une cravate plutôt que de finir au sol du côté de la montagne de Lure. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. On a pas mal d'autres actualités et on va parler également de V22, je pense, dans les prochains jours. À très vite. Pourquoi pas sur Bassin d'Arcachon pour qu'on va l'ensemble, sinon en conférence. Et puis on vous a mis tous les petits goodies avec le lien juste en dessous et le dernier bouquin. Fly safe.